La baleine bleue est le plus gros animal qui ait jamais vécu sur Terre. Tous les écoliers vous le diront. De 20 à 35 mètres de longueur, un poids qui peut atteindre 150 tonnes, la baleine bleue, championne toute catégorie de la démesure, est un animal mythique qui enflamme l'imagination. Pourtant, on ne sait rien d'elle, ou si peu. De ses amours, de son comportement, de ses migrations, de sa répartition géographique, nous ignorons l'essentiel. La baleine bleue ne se laisse pas apprivoiser facilement. Elle est rare, solitaire et nomade, et elle passe plus de 90% de sa vie dans un monde hors de portée des hommes. Entre chaque respiration, elle s'enfonce dans le mystère. On imagine que des centaines de chercheurs étudient la baleine bleue. Mais les difficultés sont si grandes qu'ils sont moins d'une dizaine dans le monde à observer le comportement de ces animaux secrets. Richard Sears a été l'un des premiers. Depuis 20 ans, il traque la bleue sur les eaux du golfe Saint-Laurent. Sears est d'abord un homme de terrain, de données, peut-être le meilleur en ce domaine. Au cœur de son travail, une question qui paraît simple. Où vont les baleines bleues quand on ne les voit pas? Pour nous, ça se passe en surface. Pour eux, ça se passe surtout sous la surface. Mais nous, on doit traiter avec ce qu'on nous donne, en somme. Et ce qu'on voit, on essaie de prendre des données, surtout pour essayer d'avoir autant de paramètres, même si ce sont tout petits, pour mieux arriver à cerner la vie de ces animaux. Il y a d'abord énormément de choses de base à apprendre sur la distribution et le mouvement des animaux dans l'Atlantique Nord. Et plus loin que ça, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la sociobiologie de ces animaux. On a déjà eu des estimés de différentes personnes qui essaient de mesurer l'âge de l'Iroquois bleu, qui ont suggéré qu'ils peuvent vivre jusqu'à 80-90 ans. Puis je pense que ça, c'est assez probable. Ça pourrait même être plus long que ça. Pour les chercheurs, un premier problème se pose. L'identification des individus. En une journée, voit-on 10 baleines différentes ou 10 fois la même? C'est l'ABC de l'observation et pourtant ce n'est pas évident. Ce n'est qu'en 1980 que Richard Sears découvre qu'il peut identifier les animaux à partir de la pigmentation de leur peau. Quand on s'est mis à travailler sur les rorquals bleus dans le Saint-Laurent, assez rapidement, on s'est rendu compte que pas énormément des rorquals bleus qu'on voyait levaient la queue. Puis en fin de compte, c'est arrivé que ça soit dans les 15 à 18% qui lèvent la queue seulement. Donc il fallait qu'on trouve une autre manière d'identifier les individus. Puis on voyait de manière assez évidente que le rorqual bleu, sur les flancs, ils avaient toutes sortes de taches. Et ça s'est avéré la manière d'identifier les rorquals bleus d'une manière fiable et qui n'a, pour le moment, après 20 ans, pas l'air de changer du tout. This whale is amazing. It's starting to look vaguely familiar. On essaie toujours de nommer les animaux après une marque caractéristique de la pigmentation, ou bien sur la queue, ou bien une coche ou une cicatrice, qui nous permet plus facilement de reconnaître l'animal sur le terrain. Trilobite a aussi une petite coche juste avant la queue, sur le pédoncule, qui est sans doute causée par un contact avec un navire, peut-être par l'hélice, ou peut-être qu'il a eu une corde autour de la queue au moment, mais je pense que dans ce cas-là, c'est surtout une marque d'hélice, comme d'ailleurs beaucoup de rorquals bleus dans le Saint-Laurent. Il y en a 20% qui ont des marques de contact avec des navires et qui se trouvent à être souvent ces sortes de coches juste avant la queue.
toutes les marques sont bonnes pour identifier un individu. S'il y a des cicatrices, par exemple, et dans le cas de trilobite, quelque chose qui a poussé sur la surface ventrale de la queue qui ressemble, comme par hasard, à un trilobite. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé cet animal trilobite, puis c'est une marque qu'on reconnaît très facilement. C'est sans doute un de ceux qui est le plus facile à identifier sur le terrain. Alors, si quelqu'un ne connaît pas bien sa pigmentation, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais quand il voit la queue avec la marque qui est assez unique, il va pouvoir assez rapidement déterminer que c'est trilobite. Le fleuve Saint-Laurent est un milieu écologique extrêmement riche. Il semble que les baleines bleues y viennent principalement pour se nourrir de minuscules crustacés appelés krills. De sa base de longue pointe de Mingan et avec des collaborateurs à Gaspé dans l'estuaire, Richard Sears couvre un territoire immense où il tente de suivre le déplacement des animaux. Les premières baleines bleues arrivent dans le golfe au printemps, mais ce n'est qu'au mois de juin qu'on les retrouve en nombre à s'alimenter au large de la Gaspésie. Jusqu'à l'automne, elles remontent le long de la côte nord, vers l'estuaire. Il n'est cependant pas facile de déceler des habitudes. Les mêmes animaux ne reviennent pas tous les ans. Dans ces conditions, il est difficile d'estimer les populations. D'après Richard Sears, il y aurait entre 350 et 500 baleines bleues dans le Saint-Laurent, ainsi qu'au large de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve. On connaît peu de choses sur leur taux de reproduction et encore moins sur leur taux de mortalité. Au début du siècle, la chasse à la baleine était une activité très répandue dans l'Atlantique Nord. Avant qu'elle soit interdite à la fin des années 70, entre 11 000 et 12 000 baleines bleues auraient été tuées, principalement autour de l'Islande, mais aussi au large des côtes canadiennes et à l'ouest du Groenland. Aujourd'hui, la baleine bleue est un animal rare. Dans l'Atlantique Nord, d'une population autrefois évaluée entre 20 000 et 30 000 individus, il n'en subsisterait pas plus de 1000. La principale difficulté dans la recherche sur les baleines, c'est que le chercheur perd les individus aussitôt qu'il les trouve. Le biologiste Jeff Goodyear, qui essaie depuis 20 ans de percer la barrière de la surface, a trouvé une solution technique à ce problème. À force de bricoler, il a mis au point une balise radio qui permettra de mieux comprendre leur comportement en plongée. I wish so much of this wasn't a perpetual experiment, you know. Mes premières lectures sur les baleines traitaient surtout de la chasse, car jusqu'à il y a 20 ou 30 ans, c'était pratiquement la seule source de données disponible sur les baleines. Durant des centaines d'années, on a accumulé des renseignements sur la façon dont on les tuait, sur la quantité d'huile qu'elles produisaient et tout le reste, mais on ne savait rien sur la véritable nature de l'animal. Jeff Goodyear s'est associé à Richard Sears pour mettre à l'essai son tout dernier dispositif. S'il réussissait à le poser sur un animal, des informations précieuses sur le mouvement des baleines bleues en plongée seraient disponibles. Depuis le début, c'est l'univers à 3 dimensions des baleines qui m'intéresse. Les êtres humains sont essentiellement des mammifères terrestres et notre monde ne comporte que 2 dimensions. Alors, il est difficile pour nous d'imaginer ce que c'est que de vivre sous l'eau. Okay, so once this goes on, once we'll place it on, the spring will keep that nice and snug on the whale like that. So.
time's tying to hide? Okay, so we're just about low, I guess. Yeah. There's another one out here. Diving now. Like a blue whale. Diving. I think that these guys must just be traveling. I mean, they're not. They just hit little patches of food once in a while, and that's it. I mean, they're staying down long enough. Yeah. If they're traveling, we'd see them one, two, and then they really book. Yeah. They're not going that fast. Of course, the current's going out, so they might just be doing like right whales, go down and taking a little lunch. open them out. Right in front. Wait, okay. Hold on. You're only getting these one or two surfaces. No, he went down. Il y a toutes sortes de choses très frustrantes de travailler avec les animaux. Il y a des journées où les animaux, pour X raisons, ont décidé de plonger 20 à 30 minutes et qu'on les voit une fois, peut-être 2 ou 3 souffles, et puis la prochaine fois qu'on les voit, ils sont à 1 ou 2 kilomètres de nous. Quand on pose un tag, une balise VHF, il faut tellement être proche des animaux, tellement vraiment dans leur plus intime, quasiment collé à l'animal, qu'à ce moment-là, ça rend le travail extrêmement difficile. Hours of messing around for 3 seconds of almost glory there. Bon, il y en avait facilement une ici, là. Peut-être 2. Non, il y en avait 2, je pense. En face de Colombie. Oui. Même place qu'hier. Au sud-est de Forestville, là, sans doute. Elle avait l'air très régulière. Je pense qu'en général, quand on travaille avec ces animaux qui vivent en mer, c'est qu'on est très dépendant de l'humeur de l'animal. Si un animal s'est bien nourri, s'il a trouvé des sources de nourriture, il va être beaucoup plus facile d'approche qu'un animal qui cherche de nourriture. Let's call the boat. Jesus Christ, I can't believe it. Dan! Tag sur la baleine! Each time the whale surfaced, we did get a reading. Here, going out. I see the tag! I saw the
Mantis, B-166, est connue depuis 1990 et c'est la 3e fois qu'on la voit en 7 ans. Aujourd'hui, une autre baleine l'accompagne. I know the other one. Hey! I think it's Sight! B-17. I think that's who it is. I have to see the other side. Ça, c'est un animal qu'on connaît, je pense, depuis 1980. Et sur le flanc gauche vers l'avant, il a une marque qui ressemble un peu à un coupe-coupe. On peut apprendre aussi sur ses associations, les animaux avec qui on le retrouve. Et puis des fois, il y a certains mâles qu'on retrouve avec les mêmes femelles d'une année à l'autre pendant juste... des fois, ça peut être 1 ou 2 journées, ça pourrait durer pendant 1 semaine ou 2 aussi. And our latitude, longitude, 48 degrees, 40.986, and 68 degrees, 58.654. And the whale was probably about, I don't know, 1,000 meters. But right now we're up to almost 14 minutes, so we're looking at any time surfacing. And the recorded data on the tag, though, is being recorded regardless of surfacing. It's every 5 seconds. It's So you would be able to see it if it was going along at 3 knots and then it accelerated up? Yeah, I'll get the dive profile and we'll see if there's a transition in the profile where they might have, tried to change depth or depth pattern to follow a krill patch or something. And at that point, if they start feeding, we may notice a combination of body turn And simultaneous with a speed change. So that will be really neat, yeah. Quand la baleine fait surface, l'émetteur transmet toutes les données accumulées durant la plongée, telles la profondeur, la vitesse et l'orientation du corps de l'animal. Cette étude menée avec Mantis nous permettra de connaître l'activité comportementale d'une baleine bleue sur une période de 24 heures. Time is Signal again. 16:43. Whale up again. Quand on a la chance de voir ces animaux s'alimenter en surface, qui est quand même quelque chose d'assez rare, ce qu'on voit typiquement, c'est les animaux qui arrivent en surface, qui se roulent sur le côté, la bouche grande ouverte, et qui essaient d'engloutir, si on peut dire, autant de krill, puis ça forme cette grosse poche ventrale qui fait partie de la bouche. Et dès qu'ils referment la bouche, l'action musculaire de cette poche ventrale qui force l'eau à travers les fanons. Et on peut observer les animaux s'alimenter comme ça une bonne partie de la nuit. Je m'intéresse entre autres aux habitudes de vie des baleines, c'est-à-dire à leur comportement le jour comme la nuit. C'est étroitement relié au comportement de leur proie. Nous savons depuis longtemps que la baleine bleue se nourrit presque essentiellement de phocides ou de krill. Le soir et la nuit, ceux-ci migrent vers la surface de l'eau. C'est pourquoi, quand vient le soir, la bleue change ses habitudes de plongée et suit le krill à la surface pour s'alimenter. C'est merveilleux. C'est ça que nous sommes en train de découvrir. There you go. That looked like it was a little more right side there. Nice power. What's always fascinating to me is how much power they must use. The minute they open their mouths, they're pushing against the whole ocean. You know, it's just, they break instantly. So imagine the power they have to use to get that water in that mouth. You can see that? L'émetteur n'a pas fonctionné comme prévu. Il indique bien les temps de surface, mais il a cessé de transmettre les données enregistrées pendant les plongées. C'est pourquoi il est essentiel de récupérer la balise radio qui possède un système interne de sauvegarde des données. Il faudra donc suivre la baleine dans la nuit en se guidant sur le signal émis lorsqu'elle vient respirer en surface.
OK, ça c'est l'animal qui est plutôt vers les 8 heures. This will be the first plot of this blue whale. Here we go. Cool. So, Come back up and he's doing something in here. And then well, that's probably where he's actually feeding. yeah, that's where he seems to have found the Yeah, food, because then he that's shortens right. up, and in here he Sure. was doing something, and maybe it wasn't quite enough, and he made a couple spikes, right, and then he yeah. found something. A little bit here. The speed sensor gives us some, L'indicateur de vitesse nous fournit des renseignements vraiment intéressants. we may Il wanna- nous donne la vitesse à laquelle la baleine a plongé, ainsi que les variations en cours de route. diving down. Quand elle plonge, la baleine n'a pas encore de point en vue. Elle se rend simplement à une profondeur spécifique à laquelle elle se souvient, probablement, avoir déjà trouvé de la nourriture. Puis, lorsqu'elle a repéré quelque chose, elle se stabilise pour mieux se lancer à sa poursuite. Les variations dans la vitesse pourraient donc indiquer qu'elle est en alimentation. Aussi, lorsque la baleine s'alimente, elle se tourne sur le côté ou vire à l'envers. C'est la première fois que nous avons la preuve de ce type de comportement chez la baleine bleue. Une des choses les plus intéressantes pour nous, c'est que depuis le 83, on avait soupçonné que quand on voyait des paires de baleines bleues, parce que les rorquals bleus, on les voit surtout seuls ou en paire. Alors quand on voyait qu'il y avait des paires, la raison pour laquelle on a commencé à penser que c'était mâle et femelle, c'était à cause de la manière dont l'animal en arrière devenait agité, des fois à l'approche d'un bateau ou à l'approche surtout d'une autre baleine bleue ou même d'un rorqual commun. Et ça m'a fait penser beaucoup à la manière dont agissaient les rorquals à bosse pendant le temps de reproduction. Une technique qui se greffe bien avec la photoidentification, c'est la biopsie. On cherche une biopsie en utilisant une arbalète avec une flèche qui a une pointe spécialement conçue pour prendre 3 cm de peau et de gras de l'animal. Et cette technique très simple nous a quand même permis jusqu'à maintenant d'échantillonner à peu près un tiers du catalogue connu pour les eaux canadiennes. Et avec l'analyse génétique qu'on peut faire d'après les biopsies, on a effectivement découvert qu'à peu près 90% du temps qu'on voyait une paire, c'était formé d'une femelle et d'un mâle. Et avec la génétique, ça nous donne un pas de plus près d'arriver à comprendre comment ces animaux-là s'associent à long terme ou à court terme pour pouvoir se reproduire. Est-ce que c'est celui-là qui va se reproduire avec elle ou comment est-ce que ça se passe? Once you have
Une biopsie, ça donne une image parfaite. Grâce aux techniques d'analyse de l'ADN, on peut faire des centaines de milliers d'expériences avec un seul échantillon, jusqu'à ce qu'on obtienne un portrait complet. Quand on a un échantillon, on a un échantillon. Ce n'est pas comme pour une photo où il y a toujours le risque que la lumière ou l'angle de la caméra ne soit pas bon. Un échantillon, c'est toujours parfait. On peut ensuite déterminer la filiation. Celle-ci est la fille de ce mâle et de cette femelle, et ce même mâle est aussi le père de cette autre baleine. De cette façon, on peut constater que certains mâles se reproduisent avec plus de succès que d'autres. On obtient un bon aperçu de la dynamique de reproduction. Quand on compare nos données avec celles des autres scientifiques dans le monde, on note partout les mêmes degrés de variation génétique. Et ça, c'est étrange pour une population qui a beaucoup diminué par rapport à ce qu'elle devait être à l'origine. Donc, les bleus ne sont pas en voie d'extinction. Elles ne sont pas à ce point décimées qu'il ne peut plus y avoir de variation génétique. Tout est là. Et on voyait qu'il y avait 75% des animaux qui ne revenaient pas régulièrement. Ça veut dire qu'on les avait vus juste une ou deux fois sur 20 ans, je veux dire une ou deux saisons. Et donc on se demandait où ils pouvaient être le reste du temps, ces animaux, parce qu'il y avait quand même 25% qui étaient très réguliers. On savait que les animaux étaient observés au large de Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve, où ils sont plus probablement trouvés, ces animaux-là. Mais je me demandais aussi qu'est-ce qui pourrait se passer en Islande, parce que je savais qu'il y avait des observations assez régulières de rorqual bleu au large de l'Islande. Existe-t-il un lien entre les baleines bleues du Saint-Laurent et celles de l'Islande? S'agit-il des mêmes animaux qui voyageraient jusque-là? Sous le soleil de minuit, Richard Sears et des chercheurs islandais tentent ensemble, pour la première fois, de trouver réponse à ces questions à l'aide des techniques de biopsie et de photo-identification. Notre dernière estimation date de 1987. Elle est très basse, autour de 500 animaux. En 1995, nous avons effectué un autre relevé. Le nouvel estimé sera plus élevé, mais ça n'approche en rien celui des rorquals communs, qui sont au nombre d'environ 20 000. Et ça faisait longtemps que je voulais aller en Islande, justement pour prendre des photos de ces animaux, prendre des biopsies. Et l'idée, c'était de voir si les animaux du Saint-Laurent étaient les mêmes qu'on trouvait au large de l'Islande. Et je pensais que si on pouvait avoir un échantillon d'au moins une trentaine d'animaux en photo, et que si on reconnaissait 5 à 10 animaux, peut-être plus, on avait quand même une preuve assez claire que ces animaux étaient les mêmes entre les deux endroits. Et on est allé en Islande et on a eu justement à peu près une trentaine d'animaux identifiés, puis il n'y en a pas un qui a été reconnu des animaux qu'on connaît pour le catalogue du Saint-Laurent. Why doesn't the other guy come up? I definitely don't know him from the St. Lawrence. On a pris des biopsies de certains individus et ce qui est du côté des toxiques, on a déjà les résultats, puis c'est très clair que du côté toxique, les animaux du Saint-Laurent sont beaucoup plus
imbibés de toxiques, si on peut dire, que ceux de l'Islande, parce que les valeurs de l'Islande étaient à des niveaux très très bas en général, comparées à celles du Saint-Laurent qui ont un niveau quand même assez élevé. Ce qui était étonnant en allant en Islande, c'est que pour très peu d'efforts, peut-être 9 jours sur 2 mois de juillet, on a quand même vu 3 veaux, donc 10% des animaux qu'on a pu observer là-bas, c'était des jeunes. Comparé à 20 ans de travail avec énormément d'efforts sur 5 mois, la plupart du temps dans le Saint-Laurent, on a juste vu 9 baleineaux. Donc, ça porte à se demander, bon, est-ce que c'est juste une différence de comportement? Est-ce que les femelles ne choisissent pas de rentrer dans le Saint-Laurent pour X raisons? Ou est-ce qu'il y a peut-être un problème au niveau de toxiques qui peuvent causer des problèmes au niveau de la reproduction? On n'arrivait pas à trouver un endroit où on avait accès facilement à ces animaux-là pendant l'hiver. En 83, j'ai eu l'occasion de venir ici dans la mer de Cortez, à Loreto, participer à une expédition qui avait pour but d'observer les rorquals bleus puis de les filmer. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'il n'y avait personne qui travaillait sur les rorquals bleus dans le nord-est Pacifique. En venant en Basse-Californie, Richard Sears a ouvert un nouveau territoire pour l'étude de l'espèce. Son intérêt pour cette autre population de baleines bleues a été grandement récompensé. C'est ici, dans la mer de Cortez, qu'on trouve la plus grande concentration de femelles accompagnées de leurs jeunes. Les baleines bleues ici ne sont pas connues. Il n'y a personne qui les étudiait. Donc, il était important, comme c'est la seule aire au monde où on observe des mères avec des petits, il était important qu'il y ait quelqu'un qui commence une recherche, puis qui continue, disons, ce que Richard avait commencé. Diane Gendron a été l'assistante de Richard Sears dans le Saint-Laurent pendant plusieurs années. Elle dirige maintenant son propre programme de recherche sur la baleine bleue, ici, dans les eaux mexicaines. C'est une technique qui permet de collecter la peau sans prendre de biopsie pour faire des analyses génétiques, déterminer le sexe. Ici, 99% des cas, il y a une présence de peau. Toutes les baleines d'esquame. C'est important de savoir qu'une baleine perd la peau continuellement. Non seulement quelques fois, mais continuellement. L'observation systématique dans les traces laissées par les animaux qui plongent nous permet d'augmenter la probabilité de prendre des échantillons de matière fécale. C'est un autre objectif du projet, de déterminer les espèces de fossiles que les baleines bleues s'alimentent. Quel beau métier que le nôtre! Les femelles ont une période de gestation de 11 mois. Puis, elles nourrissent les baleineaux pendant environ 7 mois. De tous les mammifères, c'est la baleine bleue qui donne le lait le plus riche. Et le rythme de croissance des jeunes est phénoménal. La femelle qui allaite dépense donc énormément d'énergie. C'est ici que les chercheurs ont observé pour la première fois que la femelle s'alimentait
en même temps qu'elle nourrissait son petit. Et on a très vite commencé à appliquer les mêmes techniques qu'on utilise dans Saint-Laurent. On a eu un catalogue qui mesure pour la mer de Cortez, qui dénombre à peu près 360 individus. Et combiné avec un catalogue de photos travaillé par d'autres chercheurs le long de la côte de Californie, il y a maintenant entre 600 et 800 rockwalls bleus identifiés pour le nord-est Pacifique. Donc, qui inclut la mer de Cortez, bien entendu, et le nord, le long de la côte de Californie jusqu'à l'Alaska. Le pourcentage de mères et de petits, dans certaines années, est très élevé, d'approximativement 12 %. Donc peut-être que le golfe de Californie est utilisé plus par les femelles que par les mâles, par exemple. Les observations dans la mer de Cortés ont mené à une autre découverte. En 1988, les chercheurs ont repéré une bleue déjà photo-identifiée, mais qui cette fois était accompagnée d'un jeune. Puis, ils l'ont revue en 1990, encore une fois accompagnée d'un jeune. Ce cas vient confirmer l'hypothèse des Japonais selon laquelle les baleines bleues donnent naissance à un petit tous les 2 ans. C'est toujours quelque chose de vraiment excitant de voir un jeune, d'abord parce que ça nous dit que cette population qui est en danger se reproduit. Donc il y a des nouveaux qui sont recrutés à la population. Et pour nous, c'était vraiment intéressant de pouvoir biopsier l'animal, bon, d'abord juste pour avoir le sexe de ce jeune-là, mais aussi de pouvoir regarder les niveaux de toxiques. Hey, we got that side pretty well. I'm up to frame 26 inclusive. À peu près 20 ans de travail dans le Saint-Laurent, ce qui a été très étonnant pour nous, c'est que on a pu observer seulement 9 jeunes ou veaux. On trouve que c'est quand même un peu bizarre. Il y avait quand même un ratio de 50-50 femelles et mâles qui venaient dans le Saint-Laurent, des adultes d'après nous. Alors, ou bien les femelles ne choisissent pas de venir ici avec leurs jeunes. Par contre, il y en a quand même qui viennent ici avec leurs jeunes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a qui viennent avec leurs jeunes et d'autres qui ne viennent pas? Dès qu'il y a une sorte de petite porte qui est ouverte, donc on comprend quelque chose chez ces animaux, ça c'est des moments de grand plaisir, des moments où on sent comme si on a un peu réussi à faire quelque chose de valable. Alors c'est de tout le temps de bâtir sur ces petits succès-là et d'arriver tranquillement de mieux comprendre leur histoire naturelle, tout simplement.
first time I listened to blue whales was up off of Newfoundland. It was in Argentia. And I brought with me a little box that would shift the frequency up. And I plugged it in, I'm listening, and I thought, it's broken, something's wrong, the equipment's wrong. Because all I heard was this noise, this hum, this and what I realized after about a half an hour of fiddle around was that I was listening to a chorus of blue whales off the shelf, off the Newfoundland shelf. Chris Clark a été un des rares chercheurs qui a eu accès aux enregistrements du réseau d'hydrophones de la marine de guerre américaine, dont la première fonction était de localiser les sous-marins soviétiques. Clark s'est servi de l'immense portée du réseau pour écouter le chant des baleines bleues afin de déterminer leur position et leur déplacement. We've roughly got here about close to half an hour's worth of a recording that the Navy has acquired over their hydrophone arrays. And if you notice, the frequency over here, that's 15 hertz and that's 20 hertz. So these are all infrasonic, totally infrasonic, and you can't hear it. So if I play this at normal speed, you'll just hear, you don't hear much of anything. But if I speed it up, say to 60 times, a blue whale sound compared to a humpback sound is sort of the difference between a mantra and a jazz musician or a vocalist. Humpbacks are constantly improvising. Blue whale, it's very monotonous. There are two things about that sound that are intriguing, in that one, it's low-pitched, so it immediately takes advantage of long-range transmission. And the monotony, the redundancy, is exactly what you do if you're trying to reach an audience at great range. Humpback's song is primarily within 10 miles, whereas a blue whale song, you're talking about hundreds of miles. And another thing that when I think of, if you think of sailing or if you think of navigating, what is one of the things you want to have when you're navigating is a chronometer. And these guys have a chronometer and a half. I mean, they can sit there and just, finbacks the same way, but blue whales will miss a beat. They can miss a couple of these notes and they will come back in right on the beat minutes later. One of the early sort of challenges that I threw out to these acoustic oceanographers and acoustic physical acousticians in the Navy was, well, instead of thinking of this ocean as being man's world where we go around doing, you know, our things, what if you put a blue whale in there? What if you put a blue whale in your model? C'est ce que les chercheurs ont fait. Ils ont introduit le son d'une baleine bleue pour voir ce qui se passerait. Le son s'est propagé sur des centaines de kilomètres, jusqu'au plateau continental, et s'est répercuté sur les îles contre le relief sous-marin, créant ainsi une image. Chris Clark en est alors venu à la conclusion que la baleine bleue est non seulement capable de voir par ce type d'écho, mais qu'elle possède aussi une mémoire acoustique. Elle serait donc en mesure de reconnaître les caractéristiques du relief océanique qu'elle approche d'une direction ou d'une autre. De cette façon, tout au long de sa vie, elle utilisera ces échos pour étendre ses connaissances du milieu océanique. So, really, with this, what you're saying is that you know where these animals are in winter. I mean, you know that finbacks are off of Iceland and Newfoundland and Nova Scotia in winter, and blue whales are there, but they also can be out by Mid-Atlantic Ridge. And right, and that's what this gives you the large perspective. La réponse aux questions de Richard Sears sur les migrations des baleines bleues est peut-être proche, et elle risque de surprendre. Les recherches acoustiques de Chris Clark semblent indiquer que pour les baleines, l'Atlantique Nord-Ouest semble être un même territoire.
une sorte de jardin où elles se déplacent librement. Les baleines bleues s'amuseraient-elles à déjouer les attentes des chercheurs? Pour la première fois, en 1996, on en photographiait en hiver dans le fleuve Saint-Laurent. Peut-être n'existe-t-il pas de modèle de migration chez les baleines bleues comme il y en a chez d'autres espèces. Et peut-être n'y a-t-il pas non plus de lieu de reproduction obligé. Les chercheurs seraient alors confrontés à un nouveau mystère, celui de la complexité des comportements individuels de ces animaux. Les idées qu'on avait sur les baleines, c'est qu'il y avait une sorte de migration générale. Et chez le rorqual bleu, on imaginait qu'ils migraient quelque part dans les eaux plus chaudes, comme ça avait l'air d'autres espèces. Et nous, quand on est allé à cette île, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a pu voir des rorquals bleus s'alimenter vraiment dans la glace, pas une glace extrêmement lourde, mais quand même une glace bien formée, et que les animaux n'avaient pas l'air quand même stressés, ils étaient en train de s'alimenter, ils avaient l'air à l'aise. Et tant qu'il y avait de la nourriture et que la glace n'était pas trop opaque en surface, ça leur permettait de bien s'alimenter, donc d'ajouter à leur survie d'une manière efficace. Donc encore une fois, ça montre qu'il faut des fois avoir la chance de pouvoir être présent dans des situations comme ça pour vraiment ouvrir une autre porte sur leur vie, de mieux comprendre c'est quoi la vie de ces animaux-là. Tous ces petits bouts d'informations-là qu'il faut essayer de réunir dans de finir ce casse-tête qui a énormément de trous pour le moment, énormément de morceaux manquants, et qui va nous permettre d'apprendre l'histoire naturelle des rorquals bleus dans l'Atlantique Nord. Et plus loin que ça, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la sociobiologie de ces animaux. Et c'est en joignant toutes ces différentes études ensemble, telles la photodynamication, la génétique et l'acoustique, tout ceci nous permet de mieux comprendre la vie de ces animaux, des choses critiques qui sont importantes à la survie de cette espèce. À chaque découverte, à chaque avancée technologique, nos idées préconçues sur les baleines bleues sont balayées. Et c'est peut-être là la beauté de l'entreprise de Richard Sears et de ses collègues. Au fur et à mesure qu'ils avancent, le mystère se déplace et l'émerveillement reste entier.